Conférence table ronde mathématiques innovantes, réseau et structure dynamique, le 22 mai 2012 à Paris. J'ai donné comme titre réseau de logique et logique de réseau. Et je vais faire en fait quelque chose qui va plus ressembler à une sorte de cours, c'est-à-dire qui va rappeler des choses connues des catégoriciens, mais les rappeler de manière rapide. Alors j'espère que, par exemple, je vous parlerai du lemme de Yoneda tout à l'heure. Et l'idée, c'est que d'abord, il y a l'enregistrement, donc les gens pourront consulter. J'ai donné à disposition le PowerPoint pour que les gens puissent voir toutes les formules qui sont là, donc vous pourrez les relire plus calmement. Et l'idée, c'est donc que l'exposé soit lui-même assez en réseau, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on réagisse à des images, on circule dans les images que je montre pour avoir quelque impression des explications. Parce qu'une des premières caractéristiques de la pratique de la théorie des catégories, c'est qu'elle est elle-même, si je puis dire, diagrammatique dans son moyen d'expression, de développement de la théorie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette chose un peu aride que de vous montrer des tas de formules à certains moments, parce que ce faisant, je vous montre en fait concrètement les diagrammes par lesquels on passe quand on développe les choses, et d'une certaine façon, le passage par ces diagrammes a valeur universelle par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les catégories en général. Le travail donc diagrammatique. Alors, on va essayer de commencer ça. Donc, j'ai prévu une quinzaine de points. On s'arrêtera quand vous voudrez. Hein. Oui. Comme la lumière, on peut... Ah oui. Alors, oui, merci. Donc, vous voyez, jusqu'au point 5, 6, c'est des choses élémentaires connues, mais je tiens à les représenter pour qu'il y ait une chance que, surtout ceux qui ne connaissent pas, puissent rentrer un peu dans le sujet. Donc, je commence par l'idée de groupe et ordre. Alors, vous savez ce que c'est qu'un groupe. C'est un ensemble G avec une loi de composition, comme c'est écrit ici. La chose nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas les catégories, c'est que désormais, un groupe, on va le dessiner comme ça, une sorte de petite bulle, et puis les éléments du groupe sont des flèches de cette bulle vers elle-même, donc une sorte de pâquerette, si vous voulez. Hein. Et puis, on a sur les groupes les théorèmes de plongement, hein, donc on appelle le théorème de Cayley. Alors, il y a une version à gauche, une version à droite, par action à droite ou action à gauche, suivant les cas. Et avec un exemple ici, si vous prenez par exemple le groupe Z sur 4Z, eh bien, il a 4 éléments, donc il se plonge dans le groupe des permutations à 4 éléments, qui lui, évidemment, en a 24, beaucoup plus. Hein. Mais ça, c'est un premier exemple de construction qui va beaucoup nous importer, d'avoir cette idée de représentation d'un groupe dans une sorte de groupe canonique, qui est les groupes ici, c'est les groupes de permutation. Donc, voilà ce qu'on a quand on a des groupes. Alors, c'est donc notre premier exemple de catégorie. La catégorie pâquerette. Et alors, je me trompe de... Le deuxième exemple, c'est au contraire une catégorie très maigre, c'est un ensemble ordonné, oméga avec une relation d'ordre, alors ordre ou préordre, hein, peu importe, c'est transitif surtout. Et alors, dans ce cas-là, on a beaucoup d'objets, x, y, z, comme sur le dessin, et puis simplement, on a très peu de flèches. Entre deux objets, il y a au plus une flèche. Il y en a une, justement, quand la relation d'ordre est réalisée. Par exemple, ici, x est plus petit que y, ça s'exprime par la flèche que vous voyez. Et ici, on a aussi des théorèmes de plongement, qui s'appellent tantôt de théorème de Dedekind, théorème de McNeil. Et ça consiste à construire, alors si vous partez de oméga, un ensemble ordonné, on peut le compléter. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle plutôt un théorème de complétion. Et on considère les parties de oméga qui sont... Alors, dans un cas, mettons ce cas-là, on prend les parties grand K de oméga, telles que chaque fois que j'ai un U qui est dans K et un X qui est plus petit que ce U, eh bien le X est aussi dans K. Donc, je ne sais jamais si ça s'appelle idéal ou co-idéal. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, c'est le contraire. Et alors, l'ensemble de ces parties est lui-même ordonné, mais maintenant, c'est un ensemble ordonné qui est beaucoup plus riche que celui de départ, parce que celui de départ est absolument quelconque, tandis que celui-ci va avoir un caractère de complétude. Donc, ça s'appelle une complétion. Et vous avez ici un des exemples bien connus.
si on part de l'ensemble ordonné Q des rationnels et qu'on le complète, eh ben, on peut tomber sur l'ensemble ordonné des nombres réels. Voilà. Alors, c'est ça avec quoi que je veux commencer, c'est-à-dire, on a les groupes qui sont des catégories très pâquerettes comme ça, les ensembles ordonnés, au contraire, avec beaucoup d'objets et peu de flèches, et puis, mais dans les deux cas, on a une construction de plongement dans une meilleure ou plus canonique structure, si vous voulez. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que dans une catégorie abstraite, on aura l'analogue de ces deux constructions, ce sera justement ce qu'on appelle le plongement de Yoneda, dont je vais vous parler après. Donc là, vous avez les deux premiers exemples, et on va, en quelque sorte, abstraire ces choses. Alors voilà des figures de catégoriciens célèbres. Alors les fondateurs, c'est ceux qu'on définit les axiomes, les notions, c'est Ellenberg et MacLean. Donc c'était en 1943, le premier texte, puis un gros texte en 1945. Ensuite, les deux Français qui ont beaucoup contribué, donc Charles Ehresmann et Alexandre Grothendieck. Voilà, alors Charles Ehresmann a contribué à ce domaine pour les besoins de la géométrie différentielle, selon son point de vue, tandis que Grothendieck, c'était pour les besoins de la géométrie algébrique. Mais dans les deux cas, effectivement, il s'agit de catégoriser la géométrie. Alors, catégorie, voilà les axiomes, ça je ne vais pas trop m'étendre, ça va aller assez vite. Donc il y a des objets, des flèches, des identités, et puis des compositions. Donc si on a deux flèches qui suivent, vous avez déjà vu ça toute la journée, hein, eh bien vous avez une flèche ici qui est notée G.F, qui s'appelle la composée de G et de F. Et cette composition est associative, unitaire. Ce qui est écrit en formule blanche et dessiné en petit diagramme commutatif sur la partie droite. Bon, ça c'est donc les axiomes de ce que c'est une catégorie. Alors, une fois qu'on a une catégorie, alors, comme exemple, donc les exemples qu'on vient de voir avant, hein, les groupes et les ensembles ordonnés sont évidemment des exemples. Alors maintenant, supposez que vous ayez deux catégories C et D, donc dans chacune d'elles vous avez des objets, des flèches, des identités. Alors, on peut définir les foncteurs entre deux catégories C et D. Un foncteur F, on va le noter simplement de C vers D. Eh bien, c'est la donnée qui est à peu près représentée sur ce schéma-là. Chaque objet de C est associé à un objet dans D. Chaque flèche, une flèche, d'une manière qui est compatible, évidemment, avec ce qui détermine source et but, et avec la composition. Bon. Alors maintenant qu'on a les foncteurs, supposez que vous ayez deux foncteurs ici, donc deux catégories C et D, puis deux foncteurs F et G. Alors on peut introduire ce que j'ai mis en bleu et épais, des sortes de deux cellules, hein, donc, qui sont comme dessinées en bas, qui vont apparaître comme des flèches de niveau 2 entre des données qui sont des foncteurs, qui sont eux-mêmes donc des flèches de niveau 1, comme on vient de les définir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation naturelle petit t? Eh bien, alors on a donc deux foncteurs, f et g, et petit t, c'est la donnée pour chaque objet x ici, d'une flèche à l'arrivée dans la catégorie D, une flèche donc tx. Tiens, il y a peut-être des choses qui manquent là, oui, qui va de fx vers, ici, G, il faut mettre un Gx ici, hein, ou Ty de Fy vers Gy. Donc on se donne les T ici, de manière que, quel que soit le F là-bas, le carré qui est ici soit commutatif. Voilà, donc on est déjà arrivé à un niveau 2. Hein, on a été assez vite, on a les objets, les flèches forment des catégories. Deux catégories, entre elles, on peut faire des foncteurs, et entre les foncteurs, des transformations naturelles. Pourquoi tout ça? Alors, déjà, avec cette construction que j'ai donnée de manière complète ici, mais un peu vite, bien sûr, on peut déjà arriver à l'objet principal de l'exposé. Alors, en disant d'une part qu'on a une catégorie bien connue, une grosse catégorie, hein, je m'excuse Albert, éventuellement, on va mélanger une grosse catégorie avec des petites. Hein. Donc, on a une grosse catégorie qu'on note ans. Alors, évidemment, ça suppose qu'on a un modèle de la théorie des ensembles
que les éléments de ce modèle, on les appelle les ensembles, et ils vont servir d'objet à la catégorie ANS. Et puis, les morphismes, les flèches, ce sera les applications entre ces ensembles, avec la composition des applications. Donc cette catégorie ANS, elle aura d'autant de propriétés que dans le modèle de ZF qu'on aura pris, il y en aura, évidemment. Une fois qu'on a considéré cette catégorie ANS, qui évidemment n'est pas du tout une petite catégorie, si on prend une catégorie C abstraite, comme tout à l'heure, et en général on la prend petite, mais moi ça ne me gêne pas trop de la prendre grosse. Ça ne me gêne pas d'avoir des trucs empilés, des trucs de plus en plus qui sortent d'un univers à un deuxième univers plus gros, etc. Pour donner les définitions. Pour les théorèmes, c'est autre chose, mais pour donner les définitions, ça ne présente pas beaucoup d'inconvénients. Alors disons, si j'ai une catégorie C, je peux lui faire subir l'opération de dualité formelle qui consiste à fabriquer une nouvelle catégorie qu'on note COP, qui a les mêmes objets, mais où on a changé, puisqu'on parlait d'orientation, on a changé l'essence des flèches, mais pas une de temps en temps, toutes. Hein. Toutes les flèches, on les change de sens, formellement, et la composition, évidemment, on l'a définie à l'aide de l'ancienne composition, renversée. Ça s'appelle COP. Et alors maintenant, on arrive à notre objet que je vais noter C chapeau, comme ça. Donc j'ai une catégorie C, et C chapeau est noté comme ça, c'est ANS à la puissance COP. Il faudra mettre des parenthèses autour de COP. C'est-à-dire, ça désigne une catégorie dont les objets, c'est écrit ici, un objet de cette catégorie C chapeau, c'est un foncteur de COP vers ANS. Et puis, donc, c'était tout à l'heure des choses qu'on voyait comme étant des flèches déjà, mais maintenant ça on le voit comme un foncteur. Et puis, une flèche entre deux tels foncteurs, ce sera ce que j'ai introduit tout à l'heure comme une transformation naturelle. Et alors ces transformations naturelles, on peut les composer entre elles, et tout ça forme une catégorie. Alors si C est petite, cette catégorie-là est grosse, évidemment, ça fait quelque chose d'assez énorme. Et alors il y a maintenant quelque chose d'assez extraordinaire avec des catégories qui sont de cette forme-là. Elles ont des tas de bonnes propriétés, quelle que soit la catégorie C de départ. Alors d'abord, il faut dire que, comme je l'ai écrit ici en bas, cette construction généralise les deux constructions que j'ai indiquées tout à l'heure, celle du théorème de Cayley et puis du théorème de Dedekind ou de McNeil, c'est-à-dire de complétion. Hein. Par exemple, vous voyez, pour les complétions, il y aurait une sorte de sous-construction de ça qui consisterait à prendre ici, à la place de Hans, une catégorie toute petite avec deux éléments. L'ensemble ordonné à deux éléments, 0, 1. Hein. Et à ce moment-là, on aurait quelque chose qui se lirait 2 puissance COP, qui serait un peu comme l'ensemble des parties ordonnées, enfin des parties filtrantes de C. Donc cette construction très générale que je viens de vous imposer un peu abstraitement, elle contient les deux précédentes. Mais alors ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est que les catégories de ce genre, ça va être ce qu'on appelle des topos, mais des topos très particuliers. Donc c'est l'étude de ces topos en tant que telle. C'est donc Grothendieck, dont je vous ai montré le portrait tout à l'heure, qui les a introduits. Mais ça, c'est des topos spéciaux. Hein. Ils sont faits de ce qu'on appelle des préfaisceaux. Les F qui sont là de COP vers ANS, on appelle ça des préfaisceaux sur C. Les topos quelconques de Grothendieck sont un peu plus compliqués. On introduit ce qu'on appelle des faisceaux, qui sont des préfaisceaux avec des conditions en plus liées aux topologies, mais ça, je ne vais pas en parler. Je vais rester avec les préfaisceaux aujourd'hui. Alors, ces catégories-là ressemblent énormément, en fait, dans leurs propriétés formelles, à la catégorie des ensembles de départ, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, certains logiciens, comme Bell, considèrent d'ailleurs que la théorie de ces objets-là, c'est une sorte de théorie des ensembles paramétrés, par C, si vous voulez. Un objet de cette catégorie, ce n'est pas un ensemble, mais c'est une famille d'ensembles, grand F, paramétré par C. Et on pense à tout ça comme une espèce d'ensemble variable, suivant le X que je prends dans C pour lui appliquer F. Hein. Donc ça, c'est tout à fait la manière de voir de Bell, qui colle au plus près du point de vue ensembliste. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, ces catégories sont complètes, co-complètes, elles ont les limites, ce sont des complétions, et puis elles ont de la logique comme la catégorie des ensembles. C'est ce qu'avait donc souligné d'abord Grothendieck, mais ensuite surtout Lovier et Tierney, quand ils ont fait de ça une théorie élémentaire.
Du coup, il va y avoir une logique dans ces catégories-là, une logique sympathique, en l'occurrence une logique de type intuitionniste. Et la logique intuitionniste sera même un peu particulière, vu que ce sont des catégories de préfaisceaux. Donc, pour l'exposer, j'appellerai logique intuitionniste forte, la logique intuitionniste d'une catégorie de préfaisceaux. Cette logique n'est pas la logique intuitionniste générale, elle est plus précise, plus particulière. Voilà, donc il y a une logique intuitionniste forte qui va porter sur ces objets, et ceci, quelle que soit la catégorie C de départ. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré la construction de Q et R. Bon, toute l'analyse, vous la faites dans R, vous ne la faites pas dans Q. Pour des tas de raisons, il y a des tas de choses qui manquent. Mais évidemment, ça peut donner des résultats sur l'analyse des choses rationnelles. Et il y a un rapport quand même. Mais on est un peu en surplomb dans une espèce de virtualité par rapport aux choses concrètes qui seraient les rationnelles, et on fait tout un calcul d'analyse, en l'occurrence, basé sur R. Bon. Là, on est un peu dans la même situation. On a une catégorie quelconque qui peut être très chaotique, puisque, basiquement, ces catégories C de départ peut être la catégorie qu'on a pris soi-même, on parlait de modèle tout à l'heure, comme modèle d'une situation, d'une action. Par exemple, un automate qu'on se donne, on prend enfin au sens, peut-être pas tout à fait au sens qu'a dit Albert, mais quand on prend un monoïde qui va opérer sur un ensemble, eh bien, le monoïde, on peut ensuite imaginer toutes ses actions sur tous les ensembles, et alors on va étudier en quelque sorte ce qui se passe dans ces actions, en passant au C-chapeau, mais le C, donc au départ, peut être certaines actions d'un monoïde sur certains ensembles. Puis on passe au C-chapeau. Mais quand on prend certaines actions d'un monoïde sur un ensemble, il n'y a aucune raison pour que la catégorie C qu'on fait soit bonne, en quelque sorte, qu'elle ait des bonnes propriétés. Bah, ça ne fait rien, c'est peut-être un objet brut. Une fois qu'on est passé au C-chapeau, on a lissé la situation, on a bouché des trous, etc. Et c'est là-dedans qu'on travaille, notamment d'un point de vue logique. C'est-à-dire la logique de C-chapeau, on va la penser vraiment comme une logique de C. Alors, ça peut être aussi la logique d'une autre catégorie C'. On peut avoir C et C' qui me donnent le même C-chapeau. Bon. Donc elle va venir aussi comme ça par-dessus. Alors, je vous explique maintenant très rapidement, ça va être la partie la plus pénible. Déjà, vous voyez, c'est le lemme de Yoneda. Bon, alors il y en a pour 5 minutes à regarder un peu ces formules. Alors, on commence avec un foncteur spécial qui s'appelle le foncteur Hom, indice C. On a une catégorie C quelconque, et puis on fait donc le produit cartésien, ça va de soi ce que c'est, C hop fois C, et on a un foncteur de là vers ans. C'est celui qui a une paire d'objets ZY, m'associe l'ensemble des flèches dans C qui vont de Z vers Y. Bon. Ça, c'est la valeur du foncteur sur un objet, c'est-à-dire sur une paire d'objets de C. Ensuite, on définit ici l'action du foncteur sur des flèches. Et on ne va pas trop rentrer dans les détails de ce qui se passe ici. On va regarder ce qui est en rouge et en bleu. Vous voyez par exemple ici, je ne sais pas si ça... Je ne peux pas le montrer avec ça, non? Alors, bon, ici vous avez la définition de l'action de Hom sur une flèche Z relativement à un objet Y. Ça, c'est une flèche particulière dans C hop fois C, appliquée à F. Et c'est juste le composé de F et Z. De l'autre côté, c'est le composé de l'autre côté. Alors, maintenant, on essaye de voir si vraiment ce foncteur est un foncteur. Alors, la réponse est oui, évidemment. On l'appelle comme ça, foncteur Hom. Mais pourquoi? Et c'est là que c'est très intéressant, si on détaille bien les choses. Si on veut vérifier les axiomes de foncteurs que je vous ai donnés tout à l'heure pour ce Hom C, eh bien, on voit que ça marche. Mais que ça marche exactement parce que, vu la manière dont c'est défini ici, parce que dans la catégorie C d'origine, la composition est associative. Et aussi, la composition est unitaire. Et aussi parce qu'elle est associative une deuxième fois. On se sert de l'associativité et de l'unitarité de la loi de composition dans C pour montrer que Hom C est un foncteur. Donc en fait, on aurait très bien pu imaginer au départ pour la catégorie C des axiomes plus généraux qu'une loi de composition, pas forcément associative, pas forcément avec identité. Et alors on serait tombé sur une sorte d'os à cet endroit-là. Si on avait voulu définir ce foncteur, eh ben, ce ne serait pas un foncteur.
Donc on peut dire que les axiomes de catégorie sont pile poil ce qu'il faut pour que ça, ce soit un foncteur. Bon. Alors, à partir de ce foncteur-là, on en fabrique un autre. Alors, c'est là qu'on se rapproche de l'idée de plongement. Hein. On part d'une catégorie C, et puis donc on a construit ces chapeaux, là, et on fabrique un foncteur qu'on note H indice C, petit h indice C, qui va donc de C vers ces chapeaux, et en fait, on le définit comme ça, HC d'un objet Y de C, c'est un foncteur sur C op, dont la valeur en Z est donnée par le homme que je viens de définir avant. Hein. Bon. Alors, donc je vous montre ça, bien qu'évidemment, pour les gens qui n'ont jamais vu, dans un exposé introductif, ce soit relativement indigeste. Mais après, vous pouvez lire ça tranquillement, il n'y a vraiment rien d'autre à comprendre que le détail des 12 ou 13 transparents qui traitent de ça, tout y est. Hein. Donc les gens qui voudraient rentrer dans la théorie des catégories, je les invite à, chez eux, d'abord, commencer par lire ça, qui est l'explication détaillée, en formule, de ce que c'est que le HC. Alors ce HC, là j'ai donné sa valeur sur un objet, il faut donner sa valeur sur les flèches, tout est écrit ici. Et c'est comme je vous annonçais au début, ce sont des formules, vous voyez, il y a des choses importantes qu'on retrouve souvent, par exemple HC, 2Y, 2Z, ça veut vraiment dire qu'on évalue, qu'un foncteur est défini par l'évaluation sur un autre objet, des choses comme ça, des choses qu'on retrouve tout le temps en faisant de la théorie des catégories. Bon, voilà, donc on fabrique ce plongement, alors ça fait un foncteur qui me permet de voir, c'est surtout, peu importe maintenant les détails, on laisse, mais la catégorie C de départ se trouve comme ça, réalisée dans la catégorie C chapeau. C était quelconque, C chapeau est très bonne, avec sa logique intuitionniste. Donc on va maintenant penser que les objets X qui étaient dans C, un objet X de C, automatiquement, spontanément, on est prié de le voir, le X, comme un HC de X, ou de Y si vous voulez, comme un objet ici. Hein? Donc cette catégorie apparaît comme un élargissement de celle-là, surtout que le théorème est encore à venir. Hein? Alors le lemme de Yoneda, il m'explique des tas de choses sur les propriétés fonctorielles de ce HC, du HC op, hein, tout ce que vous avez là. Donc voilà, je vous laisse vous imprégner informellement de la chose. Vous avez la partie gauche, la partie droite. Vous avez vu tout à l'heure au tout début, quand je vous ai montré les plongements, il y avait un gauche et un droite. Là c'est pareil. Hein. Donc il y a un HC et un HC op. Donc tout ça, c'est la construction et la démonstration des propriétés de ce plongement général. Voilà, alors ça c'est à peu près la même chose, je vais pas le commenter. Voilà. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que le foncteur HC non seulement est un foncteur, mais en plus, il a des bonnes propriétés d'être ce qu'on appelle plein et fidèle. Et alors c'est-à-dire en fait que, regardez la formule que j'ai mis en bas, on va juste regarder ça. Si je prends Y et Y', deux objets de C, et je regarde l'ensemble des flèches de Y vers Y', eh bien, j'ai dit que Y et Y' dans C, je m'empresse de les voir comme des objets dans C chapeaux, à savoir HCY et HCY'. Bon, bah, si je fais ça, il faut que ce soit licite, et ce qui est là me dit que je ne risque pas de me tromper en faisant ça, parce que je récupère en quelque sorte les flèches qu'il y avait ici entre Y et Y', eh bien je les récupère effectivement, c'est ce que dit le théorème, les flèches ici, il y en a exactement autant que des flèches ici, mais ici, vous voyez, c'est des transformations naturelles entre deux foncteurs. Hein, voilà. C'est ça une des choses que me dit le lemme de Yoneda, c'est pas fini. Voilà. Alors après, il y a des versions un peu plus sophistiquées que je vous passe, vous pourrez les lire, en termes d'évaluation. Alors, notamment, je vous montre la formule qui est en bas, ici. C'est parfois seulement cette formule-là qu'on appelle lemme de Yoneda. C'est-à-dire, si je prends un objet, si je prends, je ne vais pas la mettre comme ça, je vais l'appliquer à un objet, je vais appliquer cette formule à un objet X ici. Donc j'aurai HC de X, virgule F, F de X. Donc, à ce moment-là, la formule me dit que
pour un f quelconque, un objet de C chapeau quelconque, un préfaisceau, eh bien f de x peut se calculer comme l'ensemble des transformations naturelles de ça vers ça. C'est-à-dire que je peux réaliser que les éléments de f de x sont comme des flèches dans ces chapeaux qui viennent des objets qui viennent de C. Et c'est ça le plus souvent qu'on appelle lemme de Yoneda. Maintenant, ça je passe, ça aussi, mais tout ça c'est le rapport avec les évaluations, c'est un peu compliqué. Alors, dernière chose sur le lemme de Yoneda, c'est que le lemme me permet de décrire un objet comme le f qui est ici à droite, hein. Je ne vais pas vous le détailler trop, mais le f qui est ici apparaît comme une sorte de recollement. On a vu ce matin les notions de cône, de recollement dans l'exposé d'André. On est exactement dans une situation de ce type ici. La différence ici, c'est que je pars d'un f qui est quelconque dans ces chapeaux. Et puis, je regarde tous les y dans C, tous les w de y à y', avec des t et des t' naturels qui vont vers f. Et alors, ce qui se passe, c'est que le f apparaît comme la limite inductive, le recollement de ces données. Prenez un exemple avec les réels. Tout à l'heure, on avait les rationnels, les réels, comme exemple, petit exemple de ça. Tout réel est en quelque sorte une limite de rationnel. Tout réel s'écrit en regardant tous les rationnels qui sont en dessous, et puis la limite, c'est le réel. Là, c'est exactement la même chose, sauf que je ne vous parle plus d'un réel, mais d'un faisceau, un préfaisceau sur C. Voilà. Alors là, c'est la question de la limite, la preuve. Ça, je vais le passer. Alors voilà, si quand même c'est intéressant de voir au point de vue dessin ce que ça dit. Vous avez en blanc la catégorie C. Puis c'est considérablement élargi à ces chapeaux. Mais vous avez des morphismes qui vont d'un objet de C vers un objet de ces chapeaux. Comme le x qui est ici, qui va de x, petit x, qui va de x vers f. Vous avez des morphismes ici. Et tout ça, ça peut se composer. Donc on peut vraiment voir le lemme de Yoneda aussi comme une description de... Tout est résumé dans ce dessin, en fait. Hein, l'associativité, la naturalité, etc. Voilà. Et comme on peut faire la chose à droite et à gauche, comme on peut faire... Au début, j'avais montré à chaque fois 2 exemples. Là aussi, vous pouvez le faire avec C. Donc vous faites un 11 puissance C, hop, ça c'est C chapeau, et puis ça c'est une sorte de dual de C chapeau. Et alors vous avez la catégorie C qui se trouve élargie d'un côté et élargie de l'autre. Hein, voilà. Voilà, alors la construction qu'on vient de faire, évidemment, elle est réservée en général à des petites catégories C, et ça nous conduit à une catégorie C chapeau dans laquelle celle de départ est plongée, et exerce une sorte de contrôle sur les objets à l'arrivée par le procédé de la limite. Hein. Donc on a complété, en quelque sorte, la catégorie C. Hein. Tout objet de ces chapeaux est une limite, donc est un objet émergent à partir d'un diagramme d'objets de C. Mais inversement, tout diagramme que je peux faire dans C et qui est petit va avoir une limite dans ces chapeaux, donc va correspondre à un objet. Donc ce C chapeau, on peut le voir vraiment, on le pense d'ailleurs en général aussi comme ça, comme une sorte de complétion de C. Et c'est le miracle, le début de la théorie des catégories, c'est vraiment de commencer à faire ça, hein, de s'habituer à ça. Alors peut-être les catégories de structures usuelles que vous connaissez, évidemment, il y a les ensembles qu'on a déjà vus, puis toutes les structures, hein, les ordres, les topologies. Les topologies, par exemple, c'est les espaces topologiques avec comme morphisme les applications continues, bon. Les CW complexes, les anneaux dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Bon. Et puis là, il y a les catégories qu'on n'a pas dit, mais au passage, on l'a quand même défini. Hein, ici, vous avez en bas 4. C'est la catégorie des catégories. C'est-à-dire, dans un objet de 4, c'est une catégorie, et un morphisme, c'est un foncteur. Donc tout ça forme une grosse catégorie. Alors, les réalisations de structures, si on se donne un langage et des axiomes, hein, les réalisations de structures vont aussi former une catégorie. Bon. Si on prend un langage logique classique, il y a une petite difficulté, en fait, c'est parce qu'il faut dire ce que sont les flèches. Hein.
Alors, quand on prend des structures qui sont du premier ordre, il n'y a pas une notion automatique unique de morphisme. Donc, on peut avoir plusieurs notions de morphisme. Donc, il faut préciser à ce moment-là. Alors, la chose se précise de manière automatique quand on décrit les structures du premier ordre à l'aide d'esquisses mixtes. À ce moment-là, c'est les transformations naturelles qui vont définir les morphismes. Mais si on le fait au niveau logique classique, il y a un problème pour arriver à une catégorie un peu standard à partir du langage. Voilà, alors on a donc la catégorie des modèles. Alors tout ça, ça s'écrit. Ce qui se passe, c'est que justement, on veut en même temps. Donc premièrement, on a une catégorie quelconque, on l'a complétée. On est dans ces chapeaux. Bien. Dans ces chapeaux, on peut avoir ensuite des catégories de structures, et notamment les structures modèles d'un langage. Ce sont des préfaisceaux particuliers. C'est des préfaisceaux qui satisfont les axiomes. Hein. C'est sur la signature du langage. On prend une catégorie C qui est la signature du langage, en gros. Là-dessus, on prend un préfaisceau, une interprétation du langage, si vous voulez. Et puis après, on va demander que ce soit vraiment un modèle. Le fait que ce soit vraiment un modèle peut toujours se décrire en termes de propriété universelle, au sens des esquisses qui ont été introduites donc, par Charles Ehresmann et André Ehresmann, qui s'appelait Bastiani à l'époque. C'est dans les papiers des années 60. 60 combien le premier? 72. 72. Voilà. Alors, comme les choses logiques peuvent se spécifier en termes de propriété universelle, comme je vous montre ici ce que c'est qu'un produit, hein, un produit cartésien, ici, la définition d'un noyau. Alors un produit, la ligne ici, vous la lisez comme ça, vous avez deux objets qui sont donnés. Alors on demande un objet qu'on note x, y, y, de manière que, avec deux flèches vers x et y, de manière que quel que soit le B qui est en vert ici et les flèches ici, il existe une unique flèche rouge ici qui fait commuter. Bon, si un tel objet existe, on le note donc x, y, y et on l'appelle le produit. C'est l'exemple plus simple de limite projective. Vous êtes assez familier à ça, avec ça en principe, puisque vous savez faire des produits cartésiens d'ensemble, des produits d'espace topologique. Mais c'est une notion purement catégorique, ça a un sens dans n'importe quelle catégorie. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la catégorie C chapeau, quel que soit C chapeau aura des produits, elle aura des sommes. Donc tout ça, ça peut se construire, se spécifier même dans une catégorie du type C chapeau. Donc ensuite, j'ai mis aussi les égalisateurs, enfin, les différentes limites. Alors, il y a les limites inductives, c'est-à-dire ce qui va dans l'autre sens, c'est plutôt des limites inductives que André regardait ce matin, c'est-à-dire avec des flèches qui montent vers la limite au lieu de descendre vers la base. Voilà. Alors, donc, je les ai mis ces types de limites pour que vous les voyez un petit peu. Puis, c'est les manières de spécifier dans le langage des catégories, à l'intérieur d'une catégorie, des propriétés d'objets que de manière plus traditionnelle, on décrit en termes de satisfaction de formules du premier ordre, par exemple, ou d'équations. Tout ça, ça se spécifiera sous cette forme. L'intérêt, évidemment, c'est que du coup, on va pouvoir avoir des modèles de théorie de manière abstraite dans n'importe quelle catégorie, puisque la notion de limite elle a un sens par définition dans toute catégorie. Que ça existe ou pas, c'est autre chose. Mais la notion existe. Alors maintenant, un petit point plus subtil. Si je pars d'une théorie, LA, alors je dis qu'elle détermine sa catégorie de réalisation de LA, comme je viens de le dire un petit peu avant, parce qu'en fait, ça peut se décrire en termes d'esquisse, c'est-à-dire en termes de limites et colimites. Et donc, de propriété universelle, si vous voulez. Et alors, une fois qu'on a la catégorie, le LA et la catégorie des réalisations LA, ce qui se passe en fait, c'est qu'on peut retrouver ce qu'on appelle l'esquisse, mais disons C déjà, telle que réalisation de LA soit contenue dans ces chapeaux, avec propriété universelle. Le C, on peut vraiment le reconstruire dans la catégorie de LA donnée de manière abstraite, en considérant dans cette catégorie des foncteurs d'évaluation. Enfin, il y a toute une théorie pour faire ça. Justement, c'est le côté théorie des esquisses. Mais je ne vais pas le détailler, mais ce qui m'importe, c'est de bien souligner que la théorie, du moins sous forme esquisse, est contenue dans la catégorie des modèles. Donc il y a une sorte de retour à la syntaxe qui est tout à fait possible. Et quand on regarde les détails précis de ça pour des théories quelconques, c'est le début, pour le faire vraiment précisément, c'est la théorie des catégories accessibles telle qu'elle a été développée par Christian Lherre
elle avait été introduite sous un langage avec le même nom, c'était bien la même théorie, mais pour des usages très différents avant par Grothendieck, mais il ne s'agit pas du tout de la même idée au départ. Voilà, donc c'est un point important que les théories elles-mêmes se retrouvent à partir de leur modèle, ce qui n'est pas quelque chose d'automatique. Maintenant, dernier point abstrait, je voudrais expliquer ce que c'est que la localisation d'une catégorie C en un objet X. Alors, j'ai une catégorie C et un objet X. Je voudrais expliquer que, comme j'ai mis dans le titre, l'objet est une catégorie. Je suis dans une catégorie quelconque, donc l'objet, c'est juste le nom de l'objet, comme je disais tout à l'heure dans la discussion. C'est juste un carrefour de flèches. Et maintenant, je voudrais en quelque sorte concrétiser le fait de ce carrefour, le fait que c'est un carrefour, en décrivant la carrefouréitude de l'objet par la donnée d'une catégorie qui représente ce carrefour. Et c'est ce qu'on appelle la localisation. Alors c'est quelque chose de très facile à faire. Vous regardez sur l'image. Vous avez la catégorie C ici en bas. Et dans cette catégorie, un objet X. Maintenant, on fabrique une nouvelle catégorie en disant, qu'on va noter C sur X, celle-là. La catégorie C sur X, elle aura pour objet une donnée du type Y'F', que je note comme ça, comme un objet ici dans C sur X. Le Y' étant un objet dans C, et le F' une flèche vers X. Donc intuitivement, ça veut dire que je me concentre sur X et je regarde toutes les données qui rentrent dans X. On peut aussi penser que cette flèche F' est une manière de placer Y' dans X. Par exemple, si vous avez une sphère, vous pouvez l'analyser comme un recollement de disques. Donc vous pouvez mettre ici un espace dans les espaces topologiques, ici vous avez une sphère, ici vous avez un disque, et puis ce disque, vous pouvez le placer de plusieurs façons dans la sphère. Et finalement, si vous examinez toutes ces façons de placer un disque sur une sphère, ça vous décrit, la description de toutes ces façons, c'est ça la localisation, ça vous décrit la forme de la sphère. La sphère n'est rien d'autre que la manière d'agencer entre eux, dans une certaine cohérence, toutes les vues partielles d'un disque placé dessus. Alors c'est cette idée très simple qui est reprise de manière abstraite ici. Grand X, je lui associe donc cette catégorie-là, donc un objet c'est ça, et un morphisme entre deux tels objets, c'est un H ici, donc qui va être donné par un H ici de Y' vers Y seconde, tel que H suivi de F seconde soit égal à F'. Bon, ça forme une catégorie qui est notée comme ça par Grothendieck, qui s'appelle la localisation, que l'on lit C sur X. Et cette catégorie, notez bien que cette catégorie est bien définie comme catégorie, parce que j'ai la composition. J'ai besoin, puisque j'écris ici égal. Ça veut dire que cette flèche-là et celle-là, je sais les composer. Donc la loi de composition dans la catégorie est nécessaire pour définir les flèches qui sont ici. C'est-à-dire, si j'avais pris un simple graphe ici, je ne pourrais pas faire ça. Je serais obligé de passer d'abord au graphe des chemins et de faire ça dans les chemins. Donc, il y a quelque chose de la donnée de la composition qui est implicitement pris en charge par la considération de C sur X. Et c'est important parce que, justement, la composition, c'est ce qui me décrit les rapports entre les différents. Quand j'écris que H composé avec F seconde égale F', j'ai dit que les deux placements F' et F seconde de deux disques donnent la même chose pourvu que je les déplace entre eux de H. Donc les H me décrivent en quelque sorte la cohérence entre les différents placements. Donc je vais penser au F, F' seconde comme, si vous voulez, des voisins de X ou des morceaux significatifs de X bien placés, et puis les H des relations entre ces voisins. Donc, comme quand on a une variété, comme je vous ai pris l'exemple de la sphère, si on a une variété, on fait exactement ça. Voilà. Mais alors l'intérêt, évidemment, c'est que, vous voyez, tout d'un coup, j'ai une catégorie C abstraite, un objet abstrait dedans. J'ai ce principe de localisation qui est très, très important, qui me fabrique une catégorie qui décrit. Alors, l'objet X, je peux être dans une catégorie très concrète, des groupes, des anneaux, des cornes. Donc, si je prends un groupe concret dans la catégorie des groupes, je prends les groupes au-dessus de ce groupe,
des groupes localisés en ce groupe-là, c'est pas exagéré de dire que toute structure est une catégorie. De point de vue catégorique, dans le traitement catégorique des structures, c'est tout à fait raisonnable et exact. Donc vous avez des structures de catégorie, des structures très concrètes, hein, les espaces topologiques, les anneaux, etc. Bon, bah, vous en prenez une, vous localisez, vous obtenez une catégorie. Et cette catégorie décrit, du point de vue catégorique, décrit toute l'information que vous pouvez avoir sur le groupe particulier au sein de tous les groupes. Alors, là, je passe sur la forme, qui est une manière de localiser les choses, et ça aussi, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Je vous mets juste un petit exemple pour que vous voyez qu'on n'est pas loin de choses qui peuvent vous paraître à des années-lumière de ce que vous pourriez comprendre. Une fois qu'on a vu les catégories C, le lemme de Yoneda, ces chapeaux, qu'on a vu la localisation, eh bien, on peut regarder ce qui est là. Je prends la catégorie des anneaux. Et je prends la duale des anneaux, la catégorie duale des anneaux. On a vu ce que c'était. On appelle ça les espaces affines. Je prends les espaces affines chapeaux, c'est-à-dire la catégorie des préfaisceaux sur les espaces affines d'ensemble. Et là, j'ai le foncteur de Yoneda. Alors ici, à partir de là, je suppose que je me donne ici, là-dedans ou là-dedans, un objet. C'est ce qu'en géométrie algébrique, un objet S. En géométrie algébrique, on a des objets de ce genre particuliers qui s'appellent les schémas. Donc un schéma, c'est un objet, c'est juste un objet un peu particulier ici. Donc cet objet-là, je peux localiser cette catégorie au-dessus de ça. Je l'ai noté comme ça, disons. Si je restreins ma localisation, vous vous rappelez, dans la localisation, il y a des flèches qui vont vers. Si je restreins les flèches de la localisation par la condition que leur source est ici, j'obtiens ça. Donc c'est une localisation par rapport aux espaces affines. Donc ça me dit quoi ça ? Ça me décrit le schéma, la forme du schéma, en tant que j'essaye de l'obtenir par recollement d'espaces affines. Donc c'est pas grand-chose de différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la sphère. Hein. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, on va prendre des foncteurs là-dessus. Des foncteurs sur cette catégorie à valeur dans les catégories. Alors, ce n'est pas vraiment des foncteurs, c'est un peu plus compliqué. C'est des laxes foncteurs. Ben, ça, c'est ce qu'on a. Parmi ces laxes foncteurs, il y a ce qu'on appelle les champs. Donc, la théorie des champs, en géométrie algébrique, qui est la dernière étape des constructions concrètes de ce qu'on fait en géométrie algébrique avec les catégories, ben, on a un schéma comme ça assez simple et rapide pour comprendre comment ça se définit. Avoir des champs particuliers, avoir des théorèmes, ça c'est autre chose. Mais comme objet, c'est abstrait, mais ce n'est pas si abstrait que ça. Puisqu'un champ, c'est, si vous voulez, un laxe foncteur, c'est presque la donnée d'un foncteur sur la forme d'un schéma. Vous avez un schéma, vous en prenez une sorte de forme, la localisation, et là-dessus, vous donnez un foncteur, à peu près, et c'est ça les champs. Donc la géométrie algébrique, aujourd'hui, quand on l'a fait à la manière de Grothendieck, dans le fil de l'école de Grothendieck, bah, c'est essentiellement la construction et l'étude de ces champs. Hein. Bon. Mais nous, on va plus du tout s'intéresser à ça. Je m'intéresse maintenant à l'aspect logique. Donc je reviens sur mon C-chapeau. Tout objet d'une catégorie, j'ai dit tout à l'heure, tout objet X d'une catégorie C est une catégorie. C sur X. Hein. Bon. Maintenant, ces chapeaux, je sais que, je l'ai annoncé aussi tout à l'heure, ça a ce qu'on appelle une logique intuitionniste, que j'appelle forte. C'est-à-dire que si on se donne un objet F de ces chapeaux, pour rester un peu au contact concret des choses, pensez toujours que c'est une sorte de famille, un ensemble variable, c'est pas mal ça, hein, une famille d'ensembles. Vous avez un F ici. On peut regarder les sous-objets de ça. L'ensemble de ces sous-objets, notre sub-F. Donc c'est les sous-ensembles de F, enfin les sous-ensembles variables de F. F est un ensemble variable, donc c'est les sous-ensembles variables de F. Bon. Donc c'est un analogue de l'ensemble des parties d'un ensemble ordinaire, si vous voulez, le sub-F. Eh bien, quel que soit le C, cet ensemble-là, le sub de F, l'ensemble des sous-objets de F, est un treillis local, et c'est même une algèbre de Hitting, enfin c'est ça toute la théorie
toposienne de la logique intuitionniste, elle commence par nous montrer et annoncer ça. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. Les sous-objets d'un préfaisceau, ça a une structure avec donc c'est un ensemble ordonné, treillis, local, et donc résidué, voilà, c'est une algèbre de Heyting. Elle est même un peu plus spéciale vu que c'est, je ne sais pas si on peut la caractériser exactement quand on précise que c'est des préfaisceaux ici. Quand c'est un topos quelconque, donc cela inclut, bon, ça forme une algèbre de Heyting, mais là on est plus précis, donc ça doit former une algèbre de Heyting avec une petite propriété en plus que j'aimerais bien qu'on m'indique, je ne la connais pas. Alors, maintenant, le sub de F, regardez dans le cas des ensembles, les parties de F, c'est la même chose que les applications de F vers l'ensemble à deux éléments, je l'ai mis ici, exemple. Si le C qui paramétrise vos ensembles, c'est 1, donc vous êtes dans les vrais ensembles, plus dans les ensembles mobiles, eh bien, à ce moment-là, vous avez l'ensemble 2 ici, à deux éléments, et vous savez que l'ensemble des parties de F, c'est en bijection avec 2 puissance F, puisqu'à chaque partie de F, chaque sous-ensemble, on peut associer ce qu'on appelle son indicatrice ou fonction caractéristique. Ici. Eh bien, c'est cette propriété-là qui vaut dans tout topos qui est écrite ici. Simplement, dans le topos du genre C-chapeau, le 2 va être remplacé par un autre objet qui est noté oméga C, et qui s'appelle l'objet de vérité, ou l'objet des vérités. Parce que quand on est dans ANS, le truc en question, c'est 2, ensemble à deux éléments. Ce 2 il comporte deux éléments, 0 et 1, auxquels on fait classiquement jouer le rôle de vrai et de faux pour faire de la logique. Donc faire de la logique dans ANS, ça commence par manier le 0 et le 1, donc l'ensemble 2. Faire de la logique dans un topos de ce type, ce sera manier cet objet oméga C, en tant que ce oméga C a pour élément les valeurs de vérité. Donc la logique qu'on aura là va être intuitionniste, j'ai dit, et avec comme, on ne va pas dire ensemble, puisque ce n'est pas un ensemble, avec comme ensemble variable de vérité, c'est un ensemble variable à nouveau, le oméga C. Bon. Et du coup, en empilant les différentes choses que je viens de vous dire, on voit que si je pars d'une catégorie, si je prends un objet X quelconque, dans une catégorie quelconque, à cette donnée d'un objet dans une catégorie, est donc associée une logique intuitionniste forte, bien précise. Comment je fais? Comme j'ai écrit là, soit c'est une catégorie et X dans C. Bon, on a vu cet objet est identifiable à la catégorie C sur X. Très bien. C sur X, je peux la compléter, je peux lui appliquer la construction chapeau, c'est-à-dire je fais les préfaisceaux sur C sur X. On a vu que ce n'est pas sans intérêt les préfaisceaux sur C sur X, puisqu'il y a les champs parmi ces trucs-là, on a vu tout à l'heure. Mais je ne m'intéresse pas au côté algébrique, simplement, je prends les foncteurs sur C sur X hop vers ANS, ça c'est un topos avec une logique intuitionniste forte, donc il y a un objet oméga, et cet objet oméga, c'est donc quelque chose qui peut se calculer sur chaque objet du topos en question et qui me donne des algèbres de Heyting, de la logique propositionnelle pour l'instant. Voilà. Et cette logique, elle est associée à la catégorie quelconque C, et dans cette catégorie, l'objet X. Cette logique va varier quand X va varier dans C. C'est l'étape suivante. Maintenant, imaginez que vous avez un réseau qui est donné par une catégorie, comme j'ai dit tout à l'heure, catégorie C, c'est vraiment un réseau, des objets, puis des flèches qui les relient. Bon, composition. J'ai un réseau. Chaque nœud du réseau, chaque X, détermine une logique, comme je viens de le dire. Mais maintenant, si je change X, alors ici en X', si je passe de X à X' par une flèche U dans C, eh bien ça va induire des morphismes qui sont ici, entre les algèbres de Heyting qui correspondent à un objet. Alors là je l'ai fait sur un objet F, et voilà. Donc on va récupérer à l'aide de C, pour chaque objet de C, une algèbre de Heyting, et puis avec des liens qui sont donnés par des morphismes d'algèbre de Heyting entre les différents treillis correspondants. Donc à ce titre, on peut bien dire qu'on a construit
un réseau de logique. Un réseau de logique intuitionniste attaché au réseau C. Et comme je vous l'avais annoncé, la construction se fait d'abord dans la complétion de C. Dans cette complétion, on a effectivement tout ce qu'on veut pour construire ces opérations, oméga, etc. Alors, on peut faire un petit peu mieux, parce que là, maintenant, on peut dire que quand dans un C-chapeau, on a une logique qui est intuitionniste, on le sait pour ces chapeaux, en fait, cette logique peut être construite par recollement de logique booléenne. Pas seulement intuitionniste, booléenne. Donc, la logique de ces chapeaux, modélisée par son objet de vérité, qui est une algèbre de Heyting. Alors là, c'est spécial à ces chapeaux. Hein. Ce ne serait pas forcément pour tout oppose. La logique de ces chapeaux, je vais pouvoir l'obtenir en recollant un réseau de logique booléenne. De la manière suivante, pour chaque x de C, l'évaluation en x associée à chaque g de ces chapeaux, sa valeur en x. Et de cette façon, de sub de f, qui est une algèbre de Heyting, j'obtiens un morphisme logique vers les parties au sens ordinaire de l'ensemble fx. Ça, c'est une algèbre de Boole. Bon. Et ça, c'est l'algèbre de Heyting en question. Et les différentes algèbres de Boole que j'ai ici, pour les différents x, il y a moyen d'en calculer une sorte de limite, de les recoller, pour réobtenir ça. Plus précisément, même les opérateurs logiques, comme la négation, la conjonction, etc., qui sont intuitionnistes et que j'ai ici, on peut les construire à partir des opérateurs logiques booléens classiques que j'ai ici. Donc cette construction de passer des logiques booléennes classiques à la logique intuitionniste comme ça, à travers une sorte de localisation aussi, donc ça c'est ce que j'ai à un moment donné appelé logique spéculaire. J'aurais peut-être pas le temps de vous en parler plus. Bon. Les logiques n-valuées. Parce que souvent, quand on fait de la logique, on s'intéresse aussi à des logiques. On identifie les logiques booléennes à des logiques deux-valuées, puis on a une théorie des logiques n-valuées. Il y a beaucoup de théories des logiques n-valuées. Les premières intéressantes ont été développées par Lukasiewicz et puis par Post. Hein. Bon. Là, je vous propose une définition toute simple de ce que c'est qu'une logique n-valuée. Elle n'a jamais été vraiment bien formulée, mais la voilà. Donc je me donne un ensemble fini. Et je regarde dans la catégorie des ensembles tous ces ensembles-là. N, N2, N puissance petit n, etc. Toutes les puissances finies de l'ensemble fini grand N. Et je prends la catégorie que je note simplement Hans de N, qui est la sous-catégorie de Hans, qui a ça pour objet, et entre ces objets, toutes les flèches possibles. Ceux qui connaissent les théories de Lowire ou les esquisses reconnaîtront que là, je suis en train de donner un exemple de théorie de Lowire. Bon. Ça, c'est ce que j'appellerais la description abstraite de la logique n-valuée. C'est cette catégorie. Et maintenant, un modèle de cette logique n-valuée, ce sera un foncteur L de cette catégorie vers les ensembles, avec la propriété, donc qui en particulier, pour l'objet n me donne une certaine valeur W, hein, et telle que L de n puissance n, ce soit W puissance n. Voilà. J'appellerais donc un tel modèle une algèbre de logique n-valuée ou une logique n-valuée. Par exemple, si je prends grand N égale 2, j'obtiens comme ça exactement les algèbres de Boole. Mais vous voyez, les algèbres de Boole, c'est construit d'habitude, enfin à l'ancienne, en disant, il y a la négation et le ou, par exemple, et avec ça, j'engendre toutes les opérations. Oui, mais on peut engendrer toutes les opérations de plein de façons. Avec le non et le ou, avec le non, le et le ou pas de non, et puis l'implique, enfin, il y a plein de variantes. Donc, il y a plein de façons d'engendrer des opérations booléennes. Mais alors, c'est quoi les opérations booléennes ? Si leur description dépend d'un engendrement particulier, il faut que je puisse dire qu'est-ce que c'est qu'être intrinsèquement une opération booléenne. La réponse, elle est là, effectivement, c'est que c'est n'importe quelle application d'un ensemble de puissance n vers 2. C'est ça une opération booléenne. On appelle classiquement ça une opération logique à deux valeurs. Donc les opérations logiques à deux valeurs, c'est les fonctions quelconques de 2 puissance n vers, opération d'arité petit n, hein, de 2 puissance n vers 2. Et du coup, ça me sert de définition aussi pour ce que doit être une logique à 4 valeurs, par exemple. Vous remplacez le n ici par 4. Alors,
une logique à 4 valeurs, les opérations logiques d'une logique à 4 valeurs, ce sera les fonctions de 4 puissance n vers 4. Toutes. Et c'est ça qu'on appellera les opérations logiques. Maintenant, il y a des rapports entre la logique à 2 valeurs, la logique à 3 valeurs, à 4 valeurs. Et c'est ce que j'essaie de pointer ici en disant que une logique, par exemple une logique à n valeurs, va toujours pouvoir se décrire comme un recollement, encore, de logique à 2 valeurs, de logique booléenne. Alors je vais préciser ça tout à l'heure, s'il reste du temps. Combien de temps il reste là? Non, pas tant que ça. Combien il me reste 6 minutes plus, oui. Plus 5 minutes de questions. Oui, 6 minutes, je vais pouvoir terminer assez rapidement de préciser ce point sur la logique. Parce que ça va préciser un petit peu ce qu'il en est de cette question de réseau de logique. Alors, donc les logiques n-valuées, voilà, elles se saisissent à travers cette définition. Et alors, Post, lui, a fait quelque chose de spécial parce qu'il a voulu donner des générateurs spéciaux pour la logique à 4 valeurs, par exemple. Alors c'est bien, ce que je propose, c'est autre chose. C'est pas de prendre les opérateurs de Post, c'est de prendre les opérateurs booléens. Mais plusieurs. C'est ça, l'originalité, c'est d'en prendre plusieurs. C'est de dire qu'une logique à 4 valeurs, c'est la coprésence de plusieurs logiques à 2 valeurs sur un même ensemble. Et ça me permettra de décrire comme fonction exactement toutes les fonctions de la logique à 4 valeurs. Voilà. Alors, comment on procède pour ça? Donc, on est toujours dans l'idée qu'on va remplacer une logique à une valeur par un réseau de logique booléenne qu'on recolle. On est toujours dans l'idée d'un réseau de logique. Voilà. Alors, pour faire ça, je vous présente rapidement l'idée de ce que j'appelle un objet borroméen dans une catégorie abstraite. J'ai un objet B ici, et il est obtenu comme recollement. L'objet B ici, c'est l'objet qui m'intéresse, et je suppose que dans cet objet, je me suis donné 3 sous-objets, R, S et I, mais tel que quand dans B, j'annihile S, je fais le quotient de B par S, ce que j'obtiens, eh bien, c'est une certaine combinaison de R et de I. Je note R tenseur I. Et même chose pour les autres. Voilà, ça c'est une notion assez abstraite qui mériterait un exposé en soi, mais je vais la regarder spécialement dans le cas des logiques. Alors, un petit exemple d'objet borroméen que vous connaissez peut-être, c'est les anneaux borroméens. 3 anneaux qui se tiennent à 3, mais pas 2 par 2. Si j'enlève un des anneaux, tout se défait. Et c'est cette idée que tout se défait qui est quand j'en enlève un, tout se défait, c'est cette idée qui était dans la définition précédente sous une forme abstraite, à savoir, quand je prends le tout, enlever un des anneaux, c'est annihiler son effet. Et du coup, tout se défait, et il me reste plus que, si j'enlève S, il ne me reste plus que R plus I. Les deux séparés. L'opération tenseur, dans ce cas-là, c'est plus. Donc, l'idée que 3 trucs tiennent ensemble à 3, mais ne tiennent pas 2 par 2, c'est ce qu'il y avait dans l'idée abstraite que je vous ai montrée d'objet borroméen, et l'origine, évidemment, est dans cette donnée-là. On peut revoir ça encore avec le dessin que voici. Si vous faites le dessin des borroméens de cette façon, et puis que vous calculez à la manière de Den, par exemple, le groupe fondamental, vous voyez que le groupe fondamental du borroméen, c'est-à-dire du complémentaire dans R3 de ces 3 ronds, il est engendré par ces relations, avec 3 générateurs, RSI, et ces 3 générateurs jouent le rôle de RSI de tout à l'heure. C'est-à-dire, si je tue l'un des générateurs, tout se défait. Donc la propriété de borroménité topologique des anneaux de tout à l'heure, elle est complètement traduite par le fait que le groupe fondamental lui-même est formé de 3 générateurs qui se tiennent entre eux de manière borroméenne. Voilà. Alors, je vous parle de cette question d'objet borroméen parce qu'on peut très bien imaginer, c'est ce dont je vais vous parler dans un instant, qu'on s'intéresse à cette borroméanité de 3 qui tiennent ensemble avec des logiques. On avait des anneaux, on a des groupes ici, groupe fondamental, et maintenant avec des logiques. Alors un exemple logique très simple, c'est quand vous partez d'un ensemble qui est coupé en 3 morceaux, RSI. Du coup, vous pouvez considérer que ce que vous avez au milieu, c'est une logique à 3 valeurs. Un élément, il est là, ou là, ou là. Donc la valeur logique, entre guillemets, d'un élément, c'est parmi 3. Maintenant, évidemment, vous voyez que vous pouvez très bien analyser cette logique, comme en regardant ce qui se passe, et d'une part ici, enfin dans les autres, mais dans les autres, c'est binaire. Vous êtes dans la zone marquée ou pas. Donc le fait d'avoir à choisir parmi 3, évidemment, ça revient à faire plusieurs choix parmi 2. Et basiquement, ça revient à dire que la logique trivalente
qui est installé ici est un recollement des logiques booléennes, binaires, qu'il y a autour. Mais ça, c'est un exemple un peu pauvre parce que c'est juste au niveau, comme ça, des parties. Mais ça va s'étendre complètement au calcul des fonctions logiques. Alors, je terminerai avec ça, donc, pour aujourd'hui. La logique mobile dans les corps de Galois. Si je prends un corps fini de caractéristique 2, alors je sais qu'il a 2 puissance n éléments. Maintenant, en plus, sur un ensemble à 2 puissance n éléments, à isomorphisme près, il y a une seule structure de corps fini. D'autre part, sur un ensemble à 2 puissance n éléments, il y a une seule structure booléenne aussi, à isomorphisme près. Donc, la question initiale que je me suis posée, c'est quel est le lien entre ces deux structures, la structure booléenne et la structure de corps, sachant qu'elles sont chacune unique à isomorphisme près, mais pas unique. Voilà. Alors, la partie simple, c'est si je pars de... Ça veut dire Galois field à 2 puissance n éléments. Hein, c'est le corps de Galois à 2 puissance n éléments. Je prends une base de ce corps sur le corps à 2 éléments. Quand je prends une base, eh bien, je peux évidemment décrire une logique à partir de cette base, en faisant ces opérations-là. La négation comme ça, avec ça, et l'implication. Donc vous avez, dès que vous choisissez une base dans le corps, bah vous fabriquez une logique de boule. Bon. Mais inversement, si vous avez la logique de boule, est-ce que vous pouvez retrouver la multiplication du corps? Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas, à partir seulement d'une structure booléenne sur 2 puissance n, décrire la logique du corps. Par contre, ce qui se passe, c'est que 2 puissance n, en fait, on peut imaginer qu'on a une logique mobile. Parce que chaque fois que je prends une base, j'ai une logique de boule. Donc si je change de base, j'aurai une autre logique de boule sur le même ensemble. Isomorphe, mais qui n'est pas la même. Voilà. Donc sur cet ensemble, sur ce corps, je vais avoir un réseau de logique, un réseau très particulier, parce que c'est toujours la même, mais qui se déplace. Donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi une logique mobile. Hein. Donc on est dans la mobilité logique, et dans cette relativité logique dont je discutais à un moment donné. On a une logique qui est toujours la même, parce que c'est toujours une logique booléenne, et comme on sait, elle est unique à isomorphisme près, mais c'est jamais la même puisqu'elle change à travers ces isomorphismes. Hein. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la situation qu'on a quand on fait des dialogues avec les gens. Si on est honnête, chaque personne parle de manière honnête, donc respecte les règles de la logique booléenne. Seulement, en fait, ce que chacun admet comme prémisse, c'est-à-dire comme atome, comme valeur atomique de son algèbre de boule à lui, ce n'est pas forcément les mêmes prémices que le voisin. Donc on a chacun une logique booléenne, mais ce n'est pas la même. Donc dans la discussion, il faut pouvoir rendre compte de ce malentendu basique qui fait qu'on n'a pas les mêmes prémices. On n'a pas forcément la même vérité, mais on peut avoir la même vérité et pas les mêmes prémices. Enfin, c'est vraiment les atomes qui comptent. Dans un dialogue à plusieurs personnes où chacun fonctionne de manière booléenne, bah, c'est le mélange. Le mélange de cette structure, d'avoir localement des choses booléennes uniques, qui engendrent des fonctions booléennes, et toutes ces fonctions se composent pour former les fonctions de la logique globale, les fonctions de la communication, proprement dit. Donc on a un effet de mobilité qui est tout à fait analogue à ce qui se passe dans la méthode du repère mobile en géométrie. Voilà, toute fonction est booléenne, mobile. C'est faux que toute fonction sur un ensemble fini ou sur un ensemble même de genre 2 puissance n, je prends un ensemble du type 2 puissance petit n éléments. Toute fonction là-dessus n'est pas forcément une fonction logique. Mais toute fonction là-dessus est une fonction logique mobile, c'est-à-dire peut s'obtenir en combinant plusieurs fonctions logiques de plusieurs logiques. Voilà. Et il faut bien voir que, évidemment, la théorie de Galois, là, on ne va pas le développer, mais nous donnerait effectivement une espèce d'extension naturelle de la logique de boule, en ceci que dans le corps de Galois, le x2, le carré n'est pas x, sauf si on est classique, entre guillemets. Hein. À ce moment-là, le x2, c'est x et x. Bon. Alors, voilà les formules qui me permettent, regardez juste ça pour terminer. Je prends le corps à 4 éléments. Sur le corps à 4 éléments, je peux mettre ici plusieurs structures logiques. Vous voyez, il y a une conjonction d'une première structure logique, une conjonction d'une deuxième, une conjonction d'une troisième. Et puis la somme est la même pour tous. Hein. Bon. Et là, j'obtiens le carré dans la structure du corps. Et ensuite, le produit.
Donc je récupère le produit du corps à l'aide de plusieurs structures logiques en les mélangeant. Et donc, puisque j'ai récupéré la structure du corps, j'ai récupéré toutes les fonctions, comme on sait. Hein. Dernier exemple, le cas n égale 3. Là, pour le coup, on a un exemple qui est vraiment borroméen. C'est-à-dire, je considère le corps à 8 éléments. Et là-dessus, je prends comme R, S et I, ce sont les racines du polynôme qui est indiqué. Enfin, c'est la description classique de ce corps. Du coup, j'ai 3 bases très spéciales qui ont un rôle intéressant, que ce sont les 3 bases autoduales, au sens qu'on manipule quand on fait de la théorie de Galois, que j'appelle R, S et I. Et du coup, je vais avoir des conjonctions R, conjonction S, conjonction I, dont voici les formules, tout calcul fait, c'est un peu long. À partir de quoi, je peux calculer le carré et le produit, et donc on voit que toutes les fonctions sont des combinaisons de ces 3 familles de fonctions logiques. On peut paramétrer tout ça avec un paramètre T, ici, dans GF4, un paramètre petit e un peu plus compliqué, et L et M un peu plus compliqué dans GF8. Bon. Donc ça, là, on les voit vraiment comme des familles, comme des structures booléennes mobiles. La mobilité, c'est sur l'indice. Et on profite de cette paramétrisation pour appliquer ça à l'analyse de discours. Si j'ai une minute. Voilà le dernier exemple. Donc, je vous introduis. Donc, c'est quelque chose qui n'a de sens que si on s'est intéressé à l'idée de réseau de logique booléenne. Hein, parce qu'on change de booléanité, on passe d'une logique booléenne à une autre. Bon. Donc, si on est parti d'une catégorie C dans laquelle on a pris des objets, puis des logiques intuitionnistes associées, puis que ces logiques, on les a analysées comme limite de logique booléenne, bon, on arrive à un moment donné à un réseau booléen. Bon. Maintenant, ce réseau booléen va nous permettre d'analyser du discours. Hein. Alors voilà, je prends la petite phrase suivante. Do you like this cake? Réponse, it is very good, but I don't like it. Alors, comment on analyse ça? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une proposition. C'est pas une proposition. Le but, le mais, n'est pas un conjecteur logique. Mais c'est une phrase qui a du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens de ça? Donc, est-ce que c'est paradoxal? Alors, si j'interprète le but par un et, évidemment, c'est ridicule, parce que ça s'interprète par G et non G. Ça veut dire oui et non, mais ce n'est pas ça qu'on a dit. On a dit, il y a des nuances. Il y a de la nuance qui est dans le mais. Bon. Donc, quelle est l'expression logique de ça? D'abord, la signification, donc, de ça, ça veut dire, en gros, du point de vue général de tout le monde, c'est bon, je pense, mais de mon point de vue personnel, ça ne l'est pas. Hein. Ce qui rentre dans le schéma qui est ici, vous voyez, c'est-à-dire qu'on part du schéma paradoxal qui est là, G et non G, et on le complète en disant il y a E, c'est-à-dire une certaine hypothèse qui implique G, et puis, alors ça c'est pas bien dessiné parce que sous une hypothèse, il y a un C et un I, il y a 2 points de vue. Hein. Là, C, c'est un point de vue général, c'est un G peut-être, c'est mal fait, point de vue général, et là, le point de vue individuel. Donc, les points de vue interviennent sur les opérateurs logiques. Alors, oui, on ne voit pas très bien là. Comment? De mon point de vue personnel, I signifie quoi? Ben ça, ce que j'ai mis encadré, c'est l'interprétation intuitive du sens que je... Si j'entends cette phrase, qu'est-ce que je comprends? Ben, je comprends en français à peu près ça. I, c'est le nom du point de vue personnel, de mon point de vue personnel que je note I. Je note I et puis C pour écrire la formule après. Donc, ce qui fait que le but n'est pas interprété comme un connecteur logique, mais comme une espèce de matrice qui est en dessous, qui est une sorte de format dans lequel vont s'insérer des points de vue, etc. Et la signification même réside dans le mouvement des indices. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, dans le jeu en réseau des logiques booléennes qui sont en jeu. Hein. Voilà. Alors, il y a des indices qui désignent les différents points de vue, puisque si on interprète dans le modèle GF8, par exemple, de tout à l'heure, cet énoncé, bah là, on avait 3 bases basiques, R, S, I, c'est ça mes points de vue. Et donc, avec ces points de vue, on peut tenter de calculer. Là, j'ai fait le calcul dans GF4. Hein. Dans GF4, on peut calculer l'implication, la non-implication. Et donc, on va interpréter tout l'énoncé dans lequel j'ai introduit les points de vue, qui sont maintenant des bases du GF4 ou du GF8 que j'ai choisi. Mais ce qui est important, évidemment, c'est qu'il faut vraiment que ces points de vue changent pour que le tout ne soit pas trivialement 0. Donc, le jeu de ces points de vue me donne effectivement un calcul à faire, et le résultat, c'est une fonction. Une fonction, donc si je suis dans GF4, ce sera une fonction en logique 4 valuée. Et dans cette logique 4 valuée, cette fonction va représenter le sens.
Bon, et elle ne sera pas nulle, donc ce sera significatif. Et la seule et dernière chose qu'on peut dire, c'est que la seule chose qui compte pour ce sens, c'est justement que les points de vue changent. Et donc on a à introduire, ce que j'ai fait aussi, un calcul des dérivées logiques. Puisque la logique change, on peut dériver la logique. Hein, elle change suivant un paramètre. L'implication indice t, ben je dérive par rapport à t, et puis j'ai des dérivés. Et c'est le calcul de ces dérivés que j'appelle des dérivés logiques, et qui décrivent la valeur du sens de la phrase en question. Donc, j'ai terminé pour les transparents. Voilà. Donc, vous voyez que cette histoire de réseau d'objets et de réseau de logique, ça nous amène à, en faisant des réseaux booléens, ça nous amène à concevoir que, notamment, la communication dans un réseau entre des points de vue, si je pars d'un réseau C, je vais te conclure avec ça. J'ai C, une catégorie, j'ai différents points de vue. Et je me demande comment ces points de vue communiquent entre eux. Alors la communication, je l'ai traitée ici seulement, disons, du point de vue de la communication logique. Pour cela, j'associe à mon réseau un réseau de logique, voire de logique booléenne. Et dans ces logiques booléennes, je peux faire des calculs dans les corps de Galois correspondants, parce que c'est des logiques booléennes sur des choses finies. Bon. Donc j'ai des modèles tout à fait précis pour faire de début à la fin un calcul de la communication entre les points de vue dans n'importe quel réseau. Voilà. Merci.